Avec la mêlée et particulièrement le starter, on veut remettre en place les événements mensuels, les vraies rencontres meet-up entrepreneurs mensuels. Et du coup, ça sera à chaque mois. Et à chaque fois, vous aurez 3 talks de 3 entrepreneurs qui vont parler de sujets qui doivent aider les nouveaux entrepreneurs, ou même ceux qui sont early stage ou un peu plus tard. Et pour commencer, je vais appeler Laurent Leclerc de Smappen. Du coup, Laurent Leclerc de Smappen est le cofondateur de Smappen. Et le sujet de son talk, c'est comment ils sont passés à 1 million de ARR, donc Annual Recurrent Revenue, c'est ça? Donc ils ont 1 million d'euros de revenus annuels récurrents, sans lever de fonds, ce qui est assez rare pour une startup. Et ils vont nous parler de ce parcours-là. Donc Laurent, à toi. Bien, bonsoir. Alors dans ma première boîte que j'ai créée, on avait levé 1,2 million. 1,2 million. C'est la classe, hein, lever 1,2 million. Trop bien, quoi. Déjà, c'est une étape. On a l'impression d'être arrivé. On fait partie du club des boîtes qui ont levé plus d'1 million. Donc ça, c'était top. Et puis sur le compte en banque, on a 7 chiffres. Ça n'avait pas l'habitude, quoi. Donc ça, c'était pas mal aussi. Donc on se sent invincible, quoi. C'est parti, là, on a levé, on est lancé. Et puis il y a la presse, les interviews, la nouvelle pépite toulousaine, voilà, un potentiel extraordinaire. Donc les réseaux sociaux, les posts, 10 000 likes, c'est super. Ah Laurent, j'ai toujours cru en toi, t'es déjà super. Voilà. Les bons ingrédients pour prendre le boulard comme ça, bien le melon, comme il faut. Donc tout ce qu'il faut pour alimenter l'ego. Et puis après, la boîte elle a coulé. Voilà. Du coup, en fait, une levée de fonds, ça nous a un peu rappelé, on est revenu à la réalité que lever des fonds, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a su convaincre des investisseurs. C'est déjà une super qualité. C'est-à-dire qu'on sait vendre. Très utile. Mais c'est pas suffisant. Ça veut notamment pas dire que le projet il est bon, et de toute façon en général il est rarement bon, hein. Vous allez pivoter, vous allez tester des trucs, etc. Et surtout ça montre pas du tout votre capacité à exécuter derrière. En gros, une levée c'est un accélérateur. D'un seul coup vous avez les moyens, marketing, on recrute des devs, on part à fond la caisse. C'est un peu comme si vous étiez en Clio et puis d'un seul coup vous mettez un moteur de Formule 1 derrière et boum, ça part d'un coup. Sauf que vous avez ni la structure, c'est-à-dire qu'une Clio, c'est pas bien fait pour un moteur de Formule 1, c'est-à-dire l'organisation de la boîte, les process, etc. ne sont pas du tout adaptés à une accélération forte. Et puis les pilotes sont peut-être pas trop préparés à ça, du tout en fait. Donc là, on part dans une bonne direction pour une belle sortie de virage, ce qui nous est arrivé finalement. Donc c'est pour ça que là, maintenant chez Smappen, avec Dan, le cofondateur, on a décidé de prendre une direction différente. De partir sur vraiment une stratégie de bootstrapping qui est de plus en plus plébiscitée et adoptée par les startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va se passer de levée de fonds et on va avancer sur fonds propres. Alors pour qui ça peut être le bootstrapping? Il y a quand même des cas où c'est pas forcément adapté, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Le premier principalement, c'est une innovation de rupture. Il y a une tonne de R&D à faire. C'est vraiment un produit sur lequel en fait il faut faire une démonstration de faisabilité technique. Donc là, il faut envoyer de la R&D. Il n'y a pas le choix, avant de savoir si ça va marcher ou pas, de toute façon, il faut investir. C'est vrai si vous développez un médicament, par exemple, si voilà, vous partez sur quelque chose, donc vous ne savez même pas si ça va marcher. Deuxième cas, vous êtes sur un marché type winner takes all, où en tout cas il y a la place pour 2-3 acteurs. Là, c'est une course de vitesse. Il faut aller super vite. Donc ça peut être le cas si vous voulez monter le nouveau réseau social LinkedIn. En gros, il y a un effet de masse, c'est-à-dire plus vous avez d'utilisateurs, plus vous dominez, et à un moment donné, vous écrasez les autres via des hauts, voilà. Ou Windows, Microsoft, à un moment donné, vous donnez un standard. De toute façon, il n'y a plus de place pour grand monde, quoi. Je ne sais pas si ça concerne énormément de startups. Le troisième cas, c'est vous faites du produit. Là, peut-être que vous avez besoin de financer des stocks, d'avoir une usine de prod, etc. Alors, en partie, ça peut être esquivé, on va dire, parce que vous pouvez sous-traiter la fabrication à d'autres boîtes. Mais bon, finalement, est-ce qu'il y en a parmi vous beaucoup qui sont dans ce cas ou qui risquent d'être dans ce cas-là, dans ces 3 cas qu'on voit? Non. Pas trop.
globalement, le bootstrap, quand même, ça peut être adapté à pas mal de cas. Alors, c'est pas un choix juste parce que c'est à la mode et que c'est sympa. Hein, il y a des vrais avantages à bootstrapper. Le premier avantage, c'est que vous êtes complètement autonome. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Parce que mine de rien, quand on a des investisseurs, même si en général, surtout sur une première levée, on garde la majorité, ils ont 25, 30% des parts, vous pouvez décider. Hein, mais c'est compliqué de se fâcher avec quelqu'un qui a 25 ou 30% des parts. Quoi. Donc quand même, on l'écoute vachement. Et puis surtout quand on débute, les investisseurs, ils ont l'expérience. Donc on se dit, les mecs, ils savent, on va suivre un peu ce qu'ils vont dire. Et puis potentiellement, ils vont faire aussi pas mal de conneries. Ça nous arrive aussi. Mais bon, du coup, là, vous êtes se mettre à bord. Donc c'est quand même pas mal. Le deuxième, c'est que vous êtes ultra focus. Une boîte qui lève, les fondateurs en particulier, ou les fondateurs, ils vont passer du temps à pitcher, à faire des business plans. Waouh, business plans. Un truc qui se déroulera probablement jamais, mais vous allez passer des jours et des jours à itérer, à revenir en arrière, etc. Donc, vous allez passer du temps à ça, et puis quand vous avez fini votre levée, vous n'êtes pas loin de commencer déjà à préparer la deuxième. Quoi. Pendant ce temps-là, la startup bootstrappée, elle passe du temps avec ses clients, elle développe son produit, elle fait du business, elle rentre du cash. Les CEO, les fondateurs, ils sont focalisés là-dessus. Donc on avance quand même beaucoup plus vite. Autre avantage, c'est la culture d'entreprise. C'est quand même vachement difficile de conserver sa culture d'entreprise quand la boîte va doubler, tripler de taille en quelques mois. C'est très compliqué et pourtant la culture d'entreprise, c'est essentiel. C'est ça qui fait votre identité, c'est ça qui fait comment vous bossez, comment vous avancez. Alors il y en a qui y arrivent probablement ou qui disent qu'ils y arrivent. En tout cas, moi je ne m'en sens pas capable. Quoi. Les équipes qui doublent ou triplent et arriver à conserver notre culture, je trouve ça vachement difficile. Et puis autre avantage quand même, on dort bien quoi. Parce que la startup qui a levé, elle a une courbe de trésor qui fait ça. Elle a un time to be dead en permanence. Déjà rien que le mot, le temps avant de mourir. Quoi. Déjà c'est sympa. La startup bootstrappée, elle a une trésor qui fait ça. On dort bien. Donc accessoirement, c'est quand même vachement moins stressant. Quoi. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on manque de financement. Hein. La startup bootstrappée, elle a aussi accès à plein de financements. Hein. Premier financement, c'est client. Quand on fait 1 million, on lève 1 million tous les ans. Quoi. Les subventions. Du coup, quand on rentre du cash, on fait monter ses fonds propres et du coup, on peut aller chercher de la subvention. Et ça, on est plutôt gâté en France quand même et dans la région, il y a quand même pas mal de trucs à aller chercher. Et le troisième truc, c'est les banques. Vous êtes super sexy quand vous êtes rentable. C'est vrai, un meet-up, un truc comme ça, une banque est venue nous voir, non, ça m'intéresse, ils nous ont prêté de l'argent alors qu'on n'en avait pas besoin. On prend, avec un taux impeccable, 1%. Donc il y a même des banques qui nous approchent pour nous demander si on a besoin d'argent. Quoi. Donc du financement, on peut en avoir également. Quoi. Alors après, il y a aussi quand même des inconvénients, c'est que globalement, quand même, la startup bootstrappée, elle va aller moins vite que la startup qui a levé. C'est clair. Donc attendez-vous quand même à avoir une croissance plus raisonnable, plus modérée. Alors, on va aller moins vite que la startup qui a levé. La question, c'est qui c'est qui va aller plus loin. Quoi. Voilà, c'est une autre question. Alors après, comment... Alors il y a pas, je pense pas qu'il y ait une recette miracle, mais en tout cas, je peux vous dire comment nous, on l'a géré et comment on s'y est pris. Principaux éléments clés, je pense que le premier, c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire, en fait, souvent, on va se dire, voilà, mon objectif, il est là. De quels moyens j'ai besoin pour arriver là? Et puis, du coup, pour le financer, on va faire une levée. Là, on va voir l'approche inverse. On va dire, de quels moyens je dispose et où est-ce que je peux aller avec ça? C'est un état d'esprit qui est complètement différent, en fait. Et du coup, ça force à être malin parce que un des désavantages aussi quand même de la levée, c'est que l'argent, ça rend compte un peu quand même. Faut dire ce qui est. Enfin, j'ai vécu, donc, mais on prend des très mauvaises décisions, on a plein d'argent. C'est facile quand on a de l'argent. On n'a pas assez de leads, hop, du Google Ads, il manque des features, hop, on recrute des devs. Facile. Là, on est obligé d'être plus intelligent, on est obligé de réfléchir. On est obligé d'être malin. Typiquement, voilà, nous,
Sur des salons où on a des gros concurrents qui ont leur stand à 30 ou 40 000 balles, nous on arrive, on ne paye rien, on fait des emailing à l'avance à tous les prospects qui passent sur le salon, on prend des rendez-vous à l'avance et on exploite le salon de la même manière et même mieux que les gens qui sont en stand avant que les gens arrivent. Donc on fait des salons qui ne nous coûtent rien, mais qui nous ramènent énormément de leads par exemple. Donc l'idée c'est voilà, de faire avec ce qu'on a, et notamment c'est vrai que souvent on peut avoir le réflexe de dire voilà, moi pour vendre à ces clients, à cette cible, je vais avoir besoin de ce produit. Mais poser la question inverse, c'est ok, avec le produit qu'on a aujourd'hui, avec le peu qu'on fait aujourd'hui, qui je vais pouvoir adresser? Et le reste, on va le mettre de côté. Ensuite, on a été hyper focus, c'est-à-dire vraiment, notamment d'un point de vue marketing, pas se disperser, quoi. Nous, on a en particulier un produit qui répond à plein de use cases, qui résout plein de problèmes très différents. Il faut se focaliser. On choisit une niche, une petite niche, c'est vraiment très spécifique, et le reste, il faut arriver à le mettre de côté. Alors c'est pas facile, ça veut dire renoncer à des prospects qui font ceci ou cela, mais du coup, ça rend notre marketing, nos discours de vente, tout super alignés. Et on sait où il faut la taper, et on sait où on peut transformer. Donc on ne va pas perdre de temps avec des prospects où on peut un peu répondre à leurs besoins, mais plus ou moins bien. Il vaut mieux en faire moins et bien transformer. Donc l'idée, c'est ultra focus. Sur le produit, c'est pareil. Pas disperser, c'est parce qu'il y a un client qui demande une feature qu'on va lui développer. C'est parce que la feature qu'il a demandé, on se rend compte qu'elle va être utile pour tous nos prospects et tous nos clients. Et là, ok, ça vaut le coup, on va la développer. Mais surtout pas faire spécifique pour un client, par exemple, quoi. Troisième élément, c'est le pilotage de la trésorerie. Là, c'est voilà, la trésorerie, c'est votre vie, quoi, hein, quand on passe la ligne 0. Donc, nous, on a un pilotage ultra fin. On voit ça tous les mois. On refait un prévisionnel tous les mois. Prévisionnel qui est très prudent. L'idée, en fait, c'est de vraiment piloter les dépenses, d'avoir une approche héroïste. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va faire une dépense, on essaye, on ne saura pas exactement, mais de s'assurer que c'est quelque chose qui va nous rapporter sur notre indicateur principal aujourd'hui, qui est le MRR. On va par exemple, sur des recrutements, sur des sales, avant de recruter un sales, on est capable de dire exactement combien il va nous rapporter. Parce qu'on connaît nos taux de transfo, on connaît exactement le volume qu'il va être capable de faire. Donc on est capable exactement de prévoir combien il va générer. Et on va recruter uniquement, également quand on a la capacité de le payer. On ne va pas miser sur le fait qu'il va rapporter tant. On s'assure qu'on a la trésor qui est suffisante pour financer ça. Et du coup, dans le pilotage de la trésor, nous on a fait un truc qu'on a appelé la safety line, où en fait, ça nous permet de savoir quelle capacité d'investissement on a encore sans se mettre en danger. Et après, il y a des curseurs, on peut l'ajuster, hein. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on prévoit pour chacun des mois à venir, si par exemple, au mois de mai, on perd X% de notre chiffre d'affaires, il y a un Covid, un cataclysme, voilà, et qu'ensuite derrière, on n'arrive plus à faire de croissance, combien de temps on tient? Et en fait, ou plutôt, combien de trésor il nous resterait dans X mois? Donc nous, c'est 8 mois. On se dit, il faut qu'on tienne minimum 8 mois, le temps de pivoter, de trouver des solutions, etc. Et on regarde cette courbe-là, et on essaie de viser autour de 0. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de piloter, de faire en sorte que si jamais il y a un gros pépin, dans 8 mois, il nous reste pile 0. Et ça nous dit exactement combien on a encore de matelas à dépenser. Tant que la courbe n'est pas à 0, c'est qu'on peut encore financer différentes choses. Et le dernier élément, ça c'est vraiment clé, il faut recruter des stars. Ça, c'est pas facile. Il faut vraiment monter une équipe de stars. C'est pas facile parce qu'il faut les trouver. C'est pas facile aussi parce qu'il faut savoir s'en séparer quand c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus dur qu'on a eu à faire. Mais on a un niveau d'exigence qui est super élevé. Mais ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'en termes de trésor, on fait gaffe au coût. Un bon, ça coûte cher, hein. Un mauvais ou moyen, ça peut coûter encore plus cher en fait. Pour tout ce qui va vous empêcher de faire, parce qu'un bon, il va vous permettre de sortir des features plus vite, d'aller chercher des clients, etc. Donc en fait, vous allez vous y retrouver. Mais voilà, par exemple, nous, on est truc un peu dur, hein. On est une équipe, on est 13 aujourd'hui, donc 11 salariés. On a mis 3 fois fin à des périodes d'essai et on a une rupture conventionnelle.
Mais à un moment donné, voilà, quand il n'y a pas d'alignement ou que les gens ne sont pas au niveau attendu, on se sépare. C'est dur, hein, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Voilà un peu le retour d'expérience que je peux vous donner. Après, moi je vois un peu le bootstrap parce que voilà, c'est un peu ma manière avec Dan aussi, mon associé, de voir le truc. Mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup de vous. C'est des aventures qui sont très différentes en fait. Le plus important, c'est que les fondateurs soient vachement alignés sur le sujet. Il faut être d'accord là-dessus, quoi. C'est quel type d'aventure vous voulez vivre. C'est juste ça la question. Voilà.